Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vois. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas vous demander comment vous allez, en général, tout le monde s'en fout, même celui ou celle qui répond. Allons donc à l'essentiel, pouvez-vous vous présenter, sans utiliser des clichés et autres formules flamboyantes mais creuses, merci. J'espère que vous avez consommé de l'alcool avant de répondre, il semblerait que ça soit votre psychotrope favori pour enregistrer vos podcasts. Ouais, j'aime mes sources. Moi c'est Julie, je suis journaliste cinéma et séries au Journal du Geek et aussi co-créatrice du podcast Romantrique avec mon acolyte de toujours, je dirais, Amandine. Alors, de toujours, depuis 7 ans, quand même, il faut le dire. Romantrique est un peu plus jeune que ça. Moi, c'est Amandine. Je suis journaliste au Journal du Geek aussi. Je suis autrice. Et effectivement, on a co-créé le podcast Romantrique depuis bientôt 2 ans. Depuis 2 ans. Waouh, le temps passe vite. Le temps passe vite. On a fêté notre anniversaire, oui. Le Journal du Geek est donc une pépinière de talent. Oui, pour répondre et faire mes petites saillies drôlatiques, j'ai choisi cette voie. Elle sent la testostérone, le livre neuf et la peau de bête devant la cheminée. Moi, je trouve que pour l'alcool, c'est un peu cher payé, sachant qu'il y a une seule fois où vraiment on était un peu tipsy. C'est trop tard. Une fois suffit pour recevoir le sceau de l'infamie éthylique. En fait, la réalité, c'est que de base, on avait prévu de prendre l'apéro sur ce genre d'émission. Le fait est qu'on tourne de plus en plus tôt et que du coup, la vodka pomme à 8h du mat, très moyen. Voilà. Donc non, nous ne sommes pas alcoolisés pendant le podcast. Je tiens à rétablir cette vérité. Disons que vous avez le bénéfice du doute. Romantrique, c'est le podcast de la romance avec du tabasco à l'intérieur. Comment vous est venue l'idée ? À quel moment ça a dérapé ? Vous avez perdu un pari ? Comment nous est venue l'idée du podcast ? Alors ça, c'est une longue histoire, mais pas si longue. Au final, en fait, on a toujours aimé discuter. C'est ça, de nos lectures, de nos histoires de cul aussi, on va pas se mentir. Ah. Et Julie arrêtait pas de me faire découvrir des choses pas très catholiques. Jésus, Marie, Joseph. Tu peux le dire, Julie. Je plaide coupable, mais je tiens à dire que j'étais quand même pas face à un auditoire complètement opposé à l'idée. C'est un peu trop facile de me relancer la responsabilité. C'est le Journal du Geek ou le Journal du Luc ? J'arrive plus à suivre. Mais non, je pense que l'idée était surtout venue de se dire... pas que nos conversations soient toujours intéressantes, mais au moins elles sont drôles. C'est courageux, cette lucidité. Et voilà quoi, pourquoi pas partager cette passion pour le cul et la romance QQ avec des gens qui sont comme nous à écumer les librairies spécialisées pour lire ça. Jolie allitération improvisée, je m'incline. Ouais, je pense que l'idée c'était même pas tant de faire quelque chose que les gens écoutent que de faire un truc qui nous fait marrer à la base. Mais au final, ça a l'air d'intéresser des gens, donc tant mieux. Je suis toujours très étonnée de ça. Fausse modestie. Pourquoi ce phallocentrisme dans le titre du podcast ? Pourquoi pas Vulvomance, le podcast de la romance qui te met la fièvre ? Vous le sentez, mon gros mansplaining de vieux mâle blanc qui explique le féminisme aux femmes ? Alors, j'adore Vulvomance, personnellement. Je pense que je vais déposer le nom à l'INPI, puisqu'on n'est jamais trop prudent. Popopo, on a un petit kink capitalisme monopolistique, non ? Non, Romantrique, c'est venu, pour le coup, d'une soirée très alcoolisée. Très, très alcoolisée. Popopo, on a aussi la dalle en pente, mesdames. Seriez-vous les Edina et Patsy du podcast Game ? Darling, stop me drinking today because Saf has threatened to leave home again. Darling, you don't drink. I know I'm not a drinker, but you know what she's like. Ouais, rêve de vieux. Puisqu'on s'était toujours dit que le jour où on lancerait le podcast, on le ferait quand même proprement, même si on parle de trucs très cons.
On voulait faire les choses bien, donc notamment avoir un titre qui claque, avoir une direction artistique un peu cool, en tout cas qui nous plaisait. Et c'est vrai que Romantric est arrivé très tard une nuit, alors que ça faisait bien quelques heures qu'on s'écharpait à trouver un nom. C'était clairement le meilleur de tous ceux qu'on a essayé, parce qu'il y avait des trucs vraiment qui aujourd'hui m'énervent. Je me dis mais ça aurait été horrible, genre Spicy Book Club, envie de me jeter sous un train. Donc Romantric, c'est drôle, et puis mine de rien, la littérature qu'on a commencé à lire et qui nous a fait découvrir la littérature érotique était quand même extrêmement hétérosexuelle, et donc ce qui nous faisait fantasmer, c'était effectivement la trique des héros, quoi. Aujourd'hui on a un peu évolué, et donc Vulvomance, pourquoi pas un spin-off. Oh là là. un Romantric Universe. Vulvomance, le podcast des romances queer et lesbiennes. On tient quelque chose, foutre Dieu. Il faut qu'on parle d'un truc, Halloween Shadows. Pourquoi avoir fait cet épisode, foutre bleu? Vous n'auriez pas pu garder votre trauma pour vous? J'en ai encore des palpitations, des sueurs nocturnes et des cauchemars. Et vous, votre syndrome post-traumatique, comment va-t-il? Et je ne parlerai pas de fourré par la dinde, empalé par le dinosaure et démonté par un trombone vivant qui m'ont plongé dans des abîmes de terreur et de frissons. Halloween Shadow, c'est une grande histoire. Alors pour le coup, je pense que c'est un peu la limite de notre podcast, c'est-à-dire que il y a plein de livres qu'on savait qu'on voulait faire, qu'on avait adoré, qu'on voulait lire depuis très longtemps. Halloween Shadow, pas du tout. C'est quelque chose qu'on a trouvé sur les tréfonds d'internet en se disant « Oh, trop bien, une romance sur Halloween, qu'est-ce qui peut nous arriver de mal ?» Tellement de choses. Il paraît que certains cercles de l'enfer sont envieux des tréfonds d'internet. J'ai littéralement tapé Halloween dans le Kindle Bookstore, enfin dans le Kindle Store, et c'est le premier truc qui est tombé, et j'ai vraiment l'impression d'avoir mis les mains dans un engrenage, et ensuite ça n'a été qu'une longue descente vers les enfers, et en plus de ça les enfers littéralement. Ouais, non, j'avoue que c'était assez terrible. C'est franchement l'épisode pour l'instant le plus trash qu'on ait fait. Moi aussi, j'en ai encore des palpitations parfois, je dois l'admettre. Des fois, on se regarde et on sait qu'on pense toutes les deux en même temps à Halloween Shadow. Il y a une certaine connivence entre nous qui s'est installée depuis. On est liés par le traumatisme. Il va falloir mettre en place un cercle de parole. Nous sommes légion. L'érotisme en littérature, c'est quoi vos ouvrages de référence? Et quels sont les auteurs-autrices qui ont été votre entrée dans ce genre? Et, question de bâtard, qu'est-ce qu'une bonne scène érotique voire pornographique? Alors moi, l'entrée vers la littérature érotique, ça ne va pas surprendre Amandine, ça a été Emily Blaine, parce que j'ai découvert un de ses livres qui s'appelait All I Want for Christmas, en pensant que ça allait juste être une petite romance toute douce de Noël. Alors ça l'était sur une grosse partie de l'ouvrage, et puis tout à coup, il y a eu des scènes de cul, et je me suis dit, oula, attends, mais c'est sympa ça. Une bonne bûche à Noël, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. J'ai honte. Tellement honte. Vous m'avez contaminé. Et ensuite, effectivement, j'ai un peu écumé toutes les collections de Harlequin, Harper & Collins, et puis après, je me suis dit, mais tiens, ce serait pas si mal d'explorer plus largement la littérature érotique. Et donc, on s'est aussi confronté à des ouvrages de référence, comme L'amant de Lady Chatterley. J'ai aussi commencé à lire le Marquis de Sade, qui pour le coup est très traumatique, mais qui fait partie de ces monuments explicites, du moins. Et puis moi j'ai quand même si, c'était quoi qu'on a lu aussi de La Vénus à la fourrure. Musique. Grosse référence dans le sadomasochisme comme il était conceptualisé. D'ailleurs le nom vient de là. Je sais pas si t'as un truc à ajouter, Amandine. Ouais, alors moi pour le coup c'est hyper différent parce que j'ai découvert la littérature érotique populaire, je mets des gros guillemets, mais beaucoup plus tard. J'en avais lu un peu au collège, mais c'est quelque chose que je lisais pas, en tout cas pas de manière quotidienne, enfin régulière. Pas comme Julie, quoi. Pas comme Julie, exactement. Moi j'avais plutôt découvert l'érotisme au travers des textes fondateurs justement, et notamment les liaisons dangereuses
Pour moi, c'était le truc très érotique que tu pouvais lire. Enfin voilà, pour le coup. C'est pas si explicite par contre. Ça, c'est un signe d'un podcast de qualité. Parlez le plus loin possible du micro. Je suis admiratif. En fait, il est beaucoup dans la métaphore, mais quand même, en fait, quand tu le lis ado, parce que moi je l'avais lu ado au lycée, déjà j'avais trouvé ça très sulfureux, tu vois, j'étais là genre oulala. Et en fait, quand tu le relis adulte, tu te rends compte que genre il écrit sa lettre sur le cul de sa maîtresse pendant qu'il l'apprend en leu. Enfin, Il doit avoir une graphie compliquée. tu sais, il y a plein de trucs comme ça où t'es là, ah, la métaphore, ah, 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 très drôle, voilà. Donc moi, c'était plutôt ça, et je suis ravie d'avoir découvert un autre pan de l'érotisme, du coup, qui en vrai est plutôt très fun à lire. Question, l'œuf ou la poule? TikTok est le moyen de promotion des romances. Mais les romances ne sont-elles pas en train de devenir des écrits construits pour être de bons scripts de promotion sur TikTok? Ah mais oui, mesdames, ici il y a du niveau, je fais le guignol tagada tsouin, mais je me creuse un peu la soupière pour trouver des supplices. Des questions intéressantes, t'as vu? Bah, je dirais qu'effectivement, on est arrivé un peu à la croisée d'une mutation de la romance où finalement, elle est hyper populaire sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il y a les mêmes ouvrages qui reviennent constamment. Et donc, les maisons d'édition veulent créer ce phénomène autour de leurs romans. Donc, ils ont tendance déjà à appliquer le même vocabulaire que celui qu'on voit sur TikTok, à savoir les tropes enemies to lovers, friends to lovers, force proximity, où en gros c'est devenu vraiment quelque chose de catalogué. Et vu que c'est comme ça que les internautes se recommandent, les internautes, j'ai 50 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les gens de 50 ans? J'ai 54 ans, et votre agis brise mon petit cœur de troll. C'est moche, très moche. Les utilisateurs des réseaux sociaux se recommandent les ouvrages. Bah effectivement, les maisons d'édition vont avoir tendance à aussi, elles, demander telle ou telle trope. On le voit d'ailleurs quand il y a des publications des maisons d'édition principales en romance new adulte qui demandent du enemies to lovers, qui vont aussi demander de la dark romance, ce genre de choses. Donc oui, je pense qu'il y a une espèce de cercle vertueux, vicieux, selon ce qu'on en pense. Mais oui, il y a une mutation de la romance vers quelque chose de TikTok-friendly. Après, je pense que pour le coup, la romance, en tout cas la littérature populaire, elle a toujours été très codifiée pour plaire au plus grand nombre. Et en fait, le fait que ça arrive sur TikTok, évidemment, ça facilite la diffusion. Mais la réalité, c'est que tu vois, les harlequins, déjà, étaient très codifiés pour répondre aux attentes de la ménagère de moins de 50 ans. Donc, en fait, la romance populaire, enfin, la littérature populaire, hein, de manière générale, et c'est pour ça qu'elle est autant dépréciée, d'ailleurs... par l'élite, par la littérature blanche concrètement, qui est considérée comme la littérature sérieuse, intellectuelle, c'est que c'est un produit de grande consommation, donc elle va répondre à un cahier des charges. Et TikTok ne fait que refléter ce cahier des charges, en fait, mais ça existait déjà. Et je pense que là où c'est plus marquant, peut-être, c'est dans donc tu vois, la manière dont c'est écrit surtout. Je trouve qu'il y a une vraie, dans les récentes que j'ai lues, il y a une vraie clarification du texte. On essaie de le rendre le plus dépouillé possible. Et peut-être que c'est aussi pour s'adapter à une génération de lecteurs et de lectrices, pas forcément qui sont... je veux pas tomber dans le discours de TikTok rend les gens débiles et du coup il faut tout simplifier. Mais peut-être plus que TikTok amène des nouvelles personnes à la lecture et que du coup il faut se rendre plus intelligible pour elles. Et je trouve qu'il y a vraiment ce dépouillement de l'écriture qui est assez significatif, en tout cas de cette époque BookTok, du moins. Et moi, je pense aussi que, pour le coup, c'est pas forcément une question de, effectivement, les gens sont plus bêtes ou nous lisent moins, parce qu'on a très bien vu que c'était pas le cas, mais plus aussi le fait qu'on a besoin de mettre des extraits sur TikTok qui soient impactants. Et donc, en fait, on a besoin de ces espèces d'extraits un peu money shot, qui vont faire parler, qui vont donner envie aux lecteuristes d'acheter. Et donc forcément, oui, ça évolue, mais en fait, comme la littérature a toujours évolué dans le style, dans ce qui était attendu. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps, c'était quand même Wattpad aussi qui avait un impact similaire sur la littérature romantique et qui du coup en fait le phénomène TikTok, on peut le rapprocher du phénomène Wattpad, de Facebook, des skyblogs. C'est la communauté qui se réapproprie un genre et une manière et une écriture, quoi. Ça existe des romances avec des podcasteries? En littérature, je veux dire. Parce que dans la réalité,
C'est la fête du slip chez les fans de la bonnette. J'ai des dossiers. Et pourquoi ne pas en écrire une à 4 mains? Imaginez être les invités dans votre propre podcast. La promotion ultime. Le rêve humide des attachés de presse. Alors, je sais pas si les romances entre podcasteristes existent en littérature. Sans doute, ça fera sans doute l'objet d'un épisode parce que pourquoi pas. Et malheureusement, on n'est pas assez dans le podcast game encore pour savoir qui couche avec qui. Mais j'ai très envie de savoir du coup maintenant. On a envie d'une télé-réalité, genre tes meilleurs podcasteurs qui doivent se séduire, genre l'île de la tentation du podcast. Un Frenchy Shore du podcast. La bonne idée. Des bonnettes humides et des micros turgescents en folie dans un gigantesque studio d'enregistrement. Connaissant les intrigues dont sont capables les turiféraires du podcast, ça va vite être un mix Frenchy Shore Games of Thrones. Chouette. L'île de la bonnette, c'est quand même un truc vachement bien. Genre... La skibidi bonnette. J'ai très envie de faire des jeux de mots un peu salaces avec bonnette. Genre, tu veux voir ma grosse bonnette? Tu veux voir mon câble XLR? J'ai le filtre anti-pop humide. Enfonce-moi la noisegate. Appuie sur mon bouton d'enregistrement. On fait un enregistrement à 3. J'ai les ports XLR qui réclament. On pourrait continuer longtemps, mais ce n'est pas un concours. Amandine, tu es une spécialiste de la sextech. J'aurais une question. Peut-on comparer l'invention du Womanizer à l'arrivée de la mission Apollo sur la Lune, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la féminité? J'avais aussi l'invention du feu ou de la roue. Ça marche pareil. Autre question pour toi, comment en es-tu venu à te spécialiser dans la sextech? Ne me réponds pas, pour avoir des échantillons gratuits, je l'attends trop celle-là, j'y crois pas. Ouais, alors moi je suis spécialiste de la sextech depuis quelques années maintenant, effectivement. Est-ce qu'on peut comparer le Womanizer à la mission Apollo? Oh bah je vais prêcher pour ma paroisse et je vais dire que oui, puisque, écoute, je pense que pour le coup le Womanizer a apporté plus dans le quotidien de beaucoup de gens que le fait d'avoir marché sur la Lune. Après tout, est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune? Non, je plaisante. Non, je pense que pour le coup, le Womanizer a marqué un avant et un après, mais qui s'est inscrit aussi dans une tendance de libération sexuelle et de démocratisation du plaisir. Ça n'aurait pas été le Womanizer, ça aurait été autre chose. Enfin, j'espère en tout cas. Et oui, en tout cas, le Womanizer, effectivement, est très important dans la sextech. Et c'est d'ailleurs c'est lui qui m'a aussi donné envie de faire de la sextech parce que c'était la première fois qu'un objet de plaisir était autant brandé comme un objet technologique et grand public. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le clito. Can I get an amen? Can I get an amen? If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Say... Et comment j'en suis venue à me spécialiser dans la sextech? Bah ouais, en fait c'était... Moi pour le coup, au Journal du Geek, j'étais spécialisée sur tout ce qui était objet un peu bizarre, puisque j'aime pas trop la routine, j'aime pas trop... En fait, au début, je faisais des smartphones, et les smartphones, le problème, c'est que, à part de très rares exceptions, quand t'en fais un, tu fais globalement toujours la même chose, surtout quand tu testes du milieu de gamme, voilà. Et en fait, les objets un peu rigolos, c'était devenu ma marque de fabrique, et on m'a proposé de tester un sextoy, donc j'ai fait yes, banco, allons-y. Passer du smartphone de milieu de gamme au Magic Wand, c'est plus qu'une réorientation professionnelle. C'est une singularité quantique, un triple salto du paradigme. Julie, c'est toi qui as entraîné Amandine dans la spirale infernale de la romance. Est-ce que tu as honte? Je te vois comme une sorte de gourou du cinnamon roll. Crains-tu qu'un jour la Millilude s'intéresse à toi? Qu'Amandine te fasse un procès pour mauvais traitement et emprise? Franchement, je pense qu'elle vit pas un si mauvais moment en lisant avec moi de la romance. Enfin, je pense, je vais parler pour elle parce que si jamais elle dit le contraire, ça me met dans une position délicate. Mais je ne pense pas qu'elle puisse porter plainte pour mauvais traitement. Chut, réponds pas. J'allais dire en tout cas pas pour ça. Je sors le popcorn et je vous écoute. Ça restera entre nous. Secret professionnel oblige. On attaque souvent, et à juste titre parfois, la romance sur la promotion des comportements toxiques et des stéréotypes de genre ainsi que l'absence du consentement. Mais les lectrices et lecteurs sont-ils dupes? N'oublie-t-on pas leur esprit critique et leur agentivité? Néanmoins a-t-on le même recul à 13 ans qu'à 20?
Ne devrait-il pas avoir une sorte de Peggy des romances comme pour les jeux vidéo? Et ne me dites pas, c'est aux parents de faire attention. Je suis enseignant, je sais comme tous les profs, que les parents, voilà quoi. Je pense que c'est un des points sensibles aujourd'hui concernant la romance, c'est qu'effectivement, les lecteurs et les lectrices sont tout à fait capables de décortiquer les mécanismes romantiques au cœur de leur récit. Si on parle de personnages toxiques, ils sont complètement capables de le voir. Effectivement, il y a aussi cette idée et là c'est un peu plus problématique, c'est que c'est parfois plus pernicieux, mais je dirais que ça l'est moins dans la romance érotique que dans la romance classique et même au cinéma. Je trouve que souvent la toxicité des personnages masculins ou féminins, peu importe, plus souvent masculins, dans la romance érotique, elle est beaucoup plus frontale. Certes, on en fait l'objet parfois de désir, mais on est très conscient que ça a vocation à être un échappatoire, la littérature, et qu'on n'est pas obligé qu'on cautionne pas ces comportements-là, là où dans le cinéma, par exemple, la culture du viol, elle est plus pernicieuse, plus insidieuse. Effectivement, par contre, le vrai problème, c'est de savoir à qui s'adressent ces romans. Et oui, à 13 ans, c'est plus compliqué d'avoir du recul sur ce qu'on lit ou ce qu'on regarde, parce que c'est pas que la littérature. Et de là à mettre un Peggy 18, le problème, c'est que pour certains ouvrages, il faudrait, mais ça n'arrange pas les éditeurs, parce que la loi prévoit que tous les ouvrages à destination des plus de 18 ans soient soumis à une taxe particulière, soient proposés dans des lieux particuliers, les sex shops et compagnie, et surtout s'ils sont dispo dans les librairies classiques, qu'ils soient sous blister. Donc c'est toute une organisation que les maisons d'édition ne veulent pas, dont les maisons d'édition ne veulent pas, et surtout, je dirais plus largement, je pense qu'ils entretiennent un flou qui est celui de l'explicite, le caractère explicite qui rend quelque chose de pornographique. Il est foncièrement lié à l'image, et quand on se repose sur l'imagination des lecteurs, c'est plus compliqué en tout cas d'estimer ce qui est pornographique ou ce qui ne l'est pas. Et donc il y a un flou autour duquel les maisons d'édition et puis même plus largement l'industrie fait son beurre. Le capitalisme, ça aime le beurre. Le mauvais cholestérol le guette, le pauvre. Moi, je suis pas sûre que ce soit aux parents qu'incombe la responsabilité de gérer ce genre de choses, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, évidemment, en tant que parent, la discussion, l'éducation, c'est primordial. Enfin, ça, j'apprends ça à personne. Sauf que, évidemment, qu'en tant qu'adolescent, on va cacher des trucs à nos parents. Évidemment que les ados n'ont pas envie de dire à leurs parents qu'ils lisent des choses un peu olé olé, ou qu'ils regardent du porno. Enfin, c'est valable pour tout, en fait. Un adolescent, ça se construit évidemment sur l'affirmation de son identité, et donc sur le fait de ne plus tout dire à ses parents. Je pense que c'est ce qui définit aussi le fait de grandir, en fait, justement. En tant que parent, il y a vraiment ce côté accompagner et être là en backup s'il y a quelque chose de traumatisant ou qui est mal vécu. Oui, c'est ce qui est écrit dans le manuel. Après, la réalité, c'est plus, complexe, compliqué, complètement claqué au sol. Évidemment, ne pas laisser tout faire, essayer d'être dans le dialogue. Mais je pense qu'en fait, beaucoup de parents sont beaucoup dans l'interdiction ou dans la peur de ce qui pourrait arriver, alors qu'en fait, c'est quand même plutôt normal pour un adolescent, hein, évidemment pas à 12 ans, pas à 13 ans, mais c'est plutôt normal pour un adolescent de construire aussi son identité, ses fantasmes, ses préférences sexuelles et tout. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me choque fondamentalement. Et je pense que s'il y a une responsabilité à avoir, c'est effectivement les maisons d'édition, mais ça fait beaucoup trop d'argent pour que ce soit vraiment légiféré. C'est un peu comme tout, l'industrie de la pornographie, l'industrie, voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu hypocrite et... Quoi ? Qu'entends-je ? L'appât du gain rend hypocrite ? Moi, perso, tu me promets de la caillasse, je vends père et mère. Je n'ai aucune hypocrisie face à l'argent. J'en veux. Je pense que c'est un peu prendre les gens pour des cons que de penser que la romance érotique, en fait, va finalement pervertir les gens, ou en tout cas leur faire
croire que la norme dans les relations, c'est des relations toxiques. Enfin, je veux dire, au cinéma, personne ne critique Fast and Furious parce que ils décrivent, parce que voilà, non, et parce que c'est quelque chose d'hyper sexiste, que ils vont en voiture sur la lune et compagnie. Enfin, en fait, la littérature et de manière générale, la culture, ça a toujours été un échappatoire, d'autant plus quand c'est quelque chose de fictionnel. Et ça, pour le coup, il y a aucun doute sur le fait que c'est fictionnel, la romance érotique. Et je pense que les gens sont, c'est ce que tu disais, très conscients des biais et tout ça, et la littérature c'est un échappatoire comme un autre où tu vas fantasmer, et c'est exactement comme la pornographie, tu vas pas tu regardes pas du porno en ayant en tête je veux exactement faire ça. Et pareil pour les films, tu regardes pas un film en te disant ah là là j'ai envie que la Terre soit complètement annihilée par des aliens. Enfin, il y a vraiment ce côté je pense échappatoire, et il faut juste à un moment aussi le comprendre. On peut regarder des films policiers sans avoir envie de buter des gens, quoi. Ah bon ? Ouais, moi j'aime bien les films policiers et j'ai pas envie de buter des gens. Sauf toi. J'ai envie de buter des gens. J'ai envie d'apocalypse avant 9h du matin en général. Mais c'est ma misanthropie chronique qui fait ça. Elle est plus irritable qu'un côlon. Elle est en SPM permanent. La romance est souvent issue de la fanfiction. Est-ce que vous vous y êtes essayé ? Ne mentez pas. J'ai cherché. J'ai des agents AI spécialisés et très performants, de vrais inquisiteurs espagnols. Nobody expects the Spanish Inquisition. Allez, je vous écoute. Pourquoi pas une romance sur le sudoku ? J'avoue, je sais pas. On n'a pas oublié, hein. Si. Ce n'est pas la bonne réponse à la bonne question. Faut suivre, bordel. Allez, on reprend. Est-ce qu'on s'est déjà essayé la fanfiction ? Alors, oui, maintenant je peux le dire. J'ai fait la blague à Amandine d'écrire une des fanfictions Star Wars dans le dernier épisode. Elle ne l'a pas découvert tout de suite. Et donc, la fanfiction, c'est marrant, mais c'est un peu flippant au final d'écrire. Et surtout, écrire des scènes érotiques, c'est pas facile. Du coup, ça m'a donné envie de peaufiner, de perfectionner ça. Parce que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. Parfois, c'est plus facile de critiquer que de faire. Ah, mais c'est clair que pour le coup, on adore critiquer parce qu'on est des énormes connes. Mais... Mais enfin, il faut arrêter l'autoflagellation. Ça m'excite. Mais genre, évidemment que écrire une bonne scène de sexe, c'est très compliqué. Le curling, ça pourrait faire des romances LGBT épicées, vous croyez ? Et le sudoku ? Les mots croisés ? La belote ? J'imagine la fièvre du 10 de der avec des scènes torrido balto. J'ai chaud, bordel. Trouve-t-on encore le mot préliminaire dans les romances où les autories sont intégrés que le sexe, c'est autre chose que de la pénétration ? Ouais, pourquoi pas une romance sur le sudoku. Sinon, pour les questions de préliminaires, malheureusement, oui, c'est toujours mentionné dans les romans qu'on a pu lire récemment. Et c'est un problème parce qu'effectivement, ça entretient l'idée que le sexe n'est que pénétratif. Mais on peut se dire que à mesure que des nouvelles autrices s'emparent de leur plume pour réinventer la manière dont on décrit la sexualité, peut-être qu'un jour, on arrêtera de parler de préliminaires en tout et pour tout et qu'on parlera d'autre chose que de pénétration. Moi, je pense qu'effectivement, la pénétration, elle n'est pas du tout nécessaire dans une romance érotique. Enfin, on reste sur cette question. Non, c'est ça. Mais non, on a déjà fait ça. Là, il faut faire en mode est-ce que la romance, les imaginaires féminins. Attends. Alors, moi, je veux bien vous croire sur votre abstinence lors des enregistrements, hein ? Mais il y a quand même des faits troublants. Ouais, est-ce que si les hommes allaient chez le psy, on arrêterait d'écrire des romances avec des personnages toxiques ? Voilà la question. Si tous les hommes, par miracle, allaient chez le psy, croyez-vous que l'on puisse encore écrire des romances crédibles après ça ? Non, parce que les héroïnes qui jouent à l'infirmière ou au punching ball, ça vient des problèmes masculins, pas des imaginaires féminins, non ? Ah, j'avais pas compris, pardon. Si les hommes allaient chez le psy, déjà le monde irait mieux. Voilà, point. Je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs. Non, mais comme ça, on pourrait fantasmer sur des hommes toxiques en se disant « trop bizarre ». Heureusement que ça n'existe pas. Conseillez-moi, une romance qui pourrait me plaire ? Essayez un peu pour voir. Une romance qui pourrait te plaire, moi je pense que Conquered by Clippy pourrait être une belle recommandation pour toi. Et ta voix robotique, ça peut faire chauffer tes circuits, je pense.
Je reprends ma voix robotique. En plus, je n'ai pas le choix. J'ai cramé mon crédit gratuit chez Eleven Labs pour la voix testostéronée. Non mais ça va pas. Je sais ce qu'il y a dedans. J'ai écouté votre épisode. Ouais, je pense qu'il faudrait un truc avec des IA, avec... Ça c'est un truc, moi, que je trouve assez fun, du coup, un peu à la heure, mais en explicite. On va trouver ça. Oh, je n'en doute pas. Sinon, écoutez Alexome le streetcast du Nia. Ça devrait vous plaire. À votre tour de démonter des podcasts. Faites-vous plaisir, démontez-moi ces trucs comme Ryan, le beau jardinier taciturne et tourmenté, depuis la mort de son labrador écrasé par un vélo cargo électrique, le ferait de Gabrielle, la timide et intelligente propriétaire de la librairie. Livre à la cannelle, librairie qu'elle vient de racheter avec ses indemnités de licenciement de son poste de happiness manager dans une start-up de thé matcha livré à domicile. Oui, les clichés et les préjugés, c'est mon kink. Merci à toi de nous avoir invités, c'était très cool. Et j'espère que ça t'a intéressé. Donc, la dernière question, vous l'avez swipée. Elle était drôle, j'avais bossé dessus. J'en étais fier et tout. Mais voilà, la non-consommation d'alcool vous a sans doute perturbé. Je ne vois que cette explication. Je mets la dernière question puisque vous en avez décidé ainsi. Vous l'avez entendu, mon petit cœur de troll se briser pour la seconde fois ? Vous pouvez me remercier d'avoir sacrifié quelques minutes de mon précieux temps à parler de votre podcast. À bientôt. Merci à toi de nous avoir invités, c'était très cool. Et j'espère que ça t'a intéressé. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine, si tu veux bien de nous, je dirais. Elle est bizarre, l'écoutez pas. Bonne soirée. Je la refais. Non, tu continues. J'assume ma gênance. J'assume ta gêne. Vas-y. Pourquoi j'ai tout laissé au montage, me diriez-vous ? Parce que je suis un être infâme, pardi. Non, merci, voilà, c'était très cool. Je ne sais que dire. Je suis très très mauvaise pour les au revoir. Oh, c'est beau. Oui. Moi, j'ai pas de problème. Au revoir. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang!